Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Unibet Clubhouse. Aujourd'hui, on parle du sport automobile le plus populaire du monde. Oui, la F1. Et pour parler de la Formule 1, on accueille une personne rayonnante. C'est la spécialiste en Belgique francophone de la Formule 1. Elle est là pour mater tous les pseudo-spécialistes qui regardent le dimanche après-midi en chaussons. Elle va vous épater, elle est talentueuse. Bonjour Angélique Belokopitov. Tu l'as bien dit, Sacha, Je l'ai bonjour. bien dit, hein. Tu l'as très bien dit, tu t'es bien entraîné. Comment ça va? Ça va bien, écoute, ça va toujours quand on parle F1. Hein. Ouais, ça fait vraiment Toujours. plaisir de te recevoir, en tout cas Je te dans remercie. l'émission. Xavier, comment ça va? Ça va pas mal, ça va pas mal. Un peu fatigué, mais ça va. Ouais, bah Voilà. oui, c'est vrai. On l'avait dit d'ailleurs, hein, vous, si vous avez regardé l'émission ces dernières semaines, notre ami Xavier a été, il a subi. Enfin, Ouais. est-ce qu'on dit subi? Non, il a Non. vécu. C'est que du bonheur, comme on dit. Vécu un très bel événement, Voilà. bien sûr, en devenant papa récemment. Ça va les heures? Ouais, ça va, franchement, ça va. Ça dort tout doucement ou pas? À moitié, on va dire ça Ouais, comme ça. à moitié. Voilà, le bébé Voilà. quand même te donne quelques Ouais, un peu, difficultés, voilà, mais c'est normal. c'est normal. Voilà. Il est d'origine italienne, il a du caractère. Voilà. C'est tout à fait, Exactement. tout à fait logique. Angélique, je voulais, bien sûr, commencer par t'introduire. Tu es journaliste sportive. Tu as créé un magazine spécialisé sur la Formule 1 qui s'appelle C'est juste. Final Lap. Tu as également, évidemment, collaboré pour d'autres médias généralistes ou en tout cas centrés sur le sport en Belgique. On sait qu'il y en a peu, hein, il y a la RTBF notamment. Tu as travaillé pour Sudinfo aussi ou pas? Très peu, mais là c'était pour du foot. En donc, en voilà. partie, voilà. En partie. Est-ce que tu peux nous dire d'où t'es venue vraiment cette envie de te spécialiser sur la F1 et de créer ce magazine? Bah écoute, la création du magazine, elle vient d'un alliage, on va dire simple. J'ai voulu allier ma passion pour la Formule 1 et pour le journalisme. Donc, suite logique des choses, pourquoi pas faire un mag? À une époque surtout où j'ai la sensation, et je pense que tu peux peut-être me le confirmer, on n'a plus le temps de se poser pour lire les articles, on n'a plus le temps, il nous faut l'info maintenant, vite, et puis c'est tout. Et moi, je voulais justement prendre le contre-pied et proposer quelque chose où on a un objet qui nous permet de prendre le temps, de découvrir, de lire des histoires, de faire des rencontres. Et c'était ça vraiment l'idée qu'il y a derrière Final Lap, derrière le site, derrière le magazine. Et actuellement, justement, on est en train de retravailler autour du concept pour encore aller plus en profondeur derrière tout ça. Et donc, restez connectés parce qu'il y a des nouveautés qui vont arriver. Ah ben voilà, comme ça au moins la promotion elle est faite dès le début. Vous lancé. savez que vous devez aller sur toutes les pages, bien sûr, Instagram, Facebook, notamment Twitter d'Angélique, donc c'est Final Lap, hein, c'est comme ça que ça s'écrit. Et surtout, on est curieux de savoir un petit peu ce qui va se passer. En tout cas, courage à toi et bravo pour tout ton travail. On va se centrer bien sûr sur ce championnat du monde de Formule 1 et un petit bilan déjà à 4 courses de la fin. Qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention? Je vais commencer par Angélique, bien sûr, honneur aux dames, cette saison. Moi, je dirais que ce qui m'a le plus interpellée, c'est tous les grands changements. En fait, on rentre dans une nouvelle ère de la Formule 1, on a une nouvelle réglementation, on a des toutes nouvelles voitures qui ne sont plus construites comme même celles de l'année dernière, qui étaient beaucoup plus abouties parce qu'on est rentré dans une toute nouvelle ère. Et donc, ce qui était intéressant de voir cette saison, c'était de voir qui allait tirer le mieux son épingle du jeu, qui allait le mieux ajuster les voitures en fonction de cette nouvelle réglementation, qu'elle soit technique, sportive. Et je trouve que Red Bull, pour le coup, a bien fait son travail. Donc, la voiture est impressionnante. Donc, moi, c'est ce que je retiens beaucoup cette saison. Je retiens aussi le retrait de Mercedes qui est assez surprenant parce que ça a toujours été une écurie qu'on a vue à l'avant du plateau et qui maintenant galère un peu. Et bien sûr, on reviendra certainement là-dessus, mais Ferrari et toute la cascade de catastrophes qu'on a pu voir l'une à la suite de l'autre qui en ont surpris plus d'un, je pense. Bien sûr, puis tu parles on en reparlera, mais tu parlais de Mercedes. George Russell n'est certainement, selon moi en tout cas, pas du niveau, en tout cas pas pour prendre la succession de Lewis Hamilton, donc ça devrait certainement bouger. En tout cas, ça pourrait bouger, ça devrait dans le sens où ce serait intéressant que ça bouge du côté de chez Mercedes à ce niveau-là, aussi au niveau des pilotes. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je te rejoins sur le fait que George Russell m'a surpris par son côté peut-être plus discret cette saison. Après, ça peut se comprendre par le fait qu'il arrive dans une écurie de top niveau. Il est confronté à un Lewis Hamilton qui est bien installé, donc il doit faire ses preuves, et doublement parce que, quoi qu'il en soit, il occupe la place de deuxième pilote, donc il doit plutôt aider Hamilton à aller plus loin. Donc, d'office, il est dans une position plus discrète.
Changer dans l'immédiat, je ne pense pas qu'ils le changeront dans l'immédiat parce que Russell est dans le giron de Mercedes depuis très longtemps. Et puis il est là pour prendre la suite d'Hamilton. Et il est là pour ça. Donc je pense que l'idée derrière Russell est plutôt de le former, quitte à prendre un peu de temps. Déjà 24 ans. Hein. Déjà 24 ans, et puis il est sous contrat jusqu'au moins 2024, donc ça ne risque pas de bouger rapidement, en tout cas pour Russell. Je ne pense pas, je serais surprise. Alors, c'est ça, c'est la discrétion, mais quand même, il marque des points. Donc, il est, je pense qu'il est devant Lewis Hamilton au classement pilote. Même en qualif, tout seul, il est quand même souvent devant ça, de manière générale. Après, voilà. officiellement, ils ont la même voiture, mais après, en coulisses, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, il est devant. Qu'est-ce qui t'a remarqué, toi, cette saison Moi, je pense, comme Angélique l'a dit, le pire, et je pense que tous les amateurs de Formule 1, ce qui a le plus marqué, en dehors que Red Bull est au-dessus du lot, mais à côté de ça, c'est surtout les stratégies Ferrari, quoi. Toutes les semaines, presque, à part peut-être la semaine dernière, ou il y a 2 semaines à Suzuka, mais de manière générale, toutes les semaines, ils font une bêtise, tu vois. Genre, le pire, c'est genre avec les hards la fois passée, genre, je sais plus c'est qui, je crois que c'est Alpine qui en met. Ils voient que ça fonctionne pas, ils font entrer Leclerc, oui, on va mettre des hards. Toutes les semaines, il y a un truc. Tu penses que c'est pas possible, ils vont l'inventer, toi. J'ai même entendu dire, alors vrai ou pas, mais il paraît des paris, que les team managers, ils ont des réunions avant chaque Grand Prix et ils feraient des paris. Genre, ils vont faire quoi comme connerie cette semaine, Ferrari, toi. Donc ça va jusque-là. C'est-à-dire que les big boss sont en train de mettre des pièces sur les bêtises de Ferrari. C'est hallucinant. Donc ça veut dire que là, on est carrément... il y a quelques années, personne n'aurait osé se moquer de Ferrari comme ça. Mais après, c'est pas nouveau que Ferrari font des petits... Cette année, c'est encore pire que les autres années, mais les années précédentes, toutes les années, ils avaient des soucis au stand. Ils oubliaient un pneu, ils mettaient 30 secondes pour faire un remplacement de pneu. La lenteur des pit stops, c'est rien que ça. Cette année, ça va encore une étape encore plus loin. Mais ça fait longtemps que Ferrari, dans les stands, il y a un souci, quoi. Et paradoxalement, la société mère, donc qui est la propriétaire de Ferrari, n'a jamais été aussi bien financièrement, n'a jamais autant dépensé d'argent. Enfin, il y a quand même un problème intrinsèque, mais qui est, alors là, vraiment humain, quoi. C'est un problème de qualité intrinsèquement. Je pense que l'esprit Ferrari, en F1 en tout cas, il y a un problème général, oui. Ouais. Et c'est quoi l'esprit Ferrari pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment bien ce que représente Ferrari selon toi? Tu veux dire de manière générale ou ce qui se passe maintenant quand je parle d'esprit? Qu'est-ce que l'esprit Ferrari pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est l'esprit Ferrari? Écoute, l'esprit Ferrari, c'est quand même l'écurie la plus titrée de l'histoire de la Formule 1, qui a gagné énormément de championnats. On a vu des grands pilotes passer, et ça depuis le début. Dans les années 50, quand la F1 s'est lancée, on a Fangio qui est quintuple champion du monde, qui est passé par Ferrari. Puis on a eu des grands noms, on a eu des Schumacher et autres. Donc c'est quand même une écurie qui a marqué l'histoire depuis le début de la Formule 1. Donc tous ceux qui ont grandi avec la F1 ont vu des champions Ferrari. Et donc, c'est quelque chose qui, je pense, a marqué l'enfance ou même la vie des gens. C'est une écurie qui fait un peu rêver beaucoup de pilotes. Hein. Voilà. C'est comme au foot, il y a beaucoup de joueurs, genre, plus tard, j'aimerais bien jouer au Real de Madrid ou autre. Les pilotes, c'est plus tard, j'aimerais bien être pilote chez Ferrari, toi. Je vois que vous êtes très très chaud sur Ferrari, donc on va tout de suite commencer le que oui que non, et après derrière les débats, et le premier concernera évidemment Ferrari. On commence avec la première question. L'écurie Ferrari retrouvera-t-elle une voiture suffisamment performante pour rivaliser avec Red Bull et dans un deuxième temps Mercedes? Pour moi, non. Non. Pas cette saison. Pas cette saison, non. Donc on a un accord dans le désaccord. Champion du monde au Japon, Max Verstappen est-il déjà devenu imbattable? Oui. Non. Ok, là c'est bien. Là on a un objet de débat encore plus intéressant. Lewis Hamilton est-il le meilleur pilote de l'histoire de la F1? Attention, ça c'est... Là je te mets du poids sur les épaules. Un des meilleurs, oui. Oui? Non. Allez. Bon, écoute, là c'est bien, on a déjà deux débats, ça va être sympa. Pour Angélique, c'est pas oui non plus, c'est un des meilleurs. Ouais, pour moi, c'est... un des meilleurs, mais c'est bien, ça va se taper, c'est sympa. C'est ce que j'aime bien. Du coup, forcément, on continue sur cette discussion Ferrari. Je vous la rends quelque part, la balle, sur ce coup. L'écurie Ferrari retrouvera-t-elle une voiture suffisamment performante pour rivaliser avec Red Bull et Mercedes? Vous m'avez dit non tous les deux, expliquez-moi. Pour moi, Ferrari, en début de saison, a lancé une bonne voiture, et une bonne voiture pour les qualifs surtout. Et d'ailleurs, on l'a vu, Leclerc, il a combien? Je pense 9 pôles. Sainz, il en a peut-être 2 ou 3 cette saison. Donc, sur la moitié de course, ils performent. On a fait 18 courses, Leclerc à 50% démarre premier. Le problème, c'est le dimanche, en course. Leclerc n'a pas converti 7 de ses pôles. Donc, on n'a pas besoin de faire le calcul du nombre de points qu'il perd à chaque fois. Et c'est là qu'on voit que le problème, on l'évoquait, les pit stops, les stratégies, parfois un peu de fiabilité, les erreurs des pilotes aussi, qui sont moins graves. Leclerc en a fait 2-3, mais je trouve qu'on lui jette trop la balle dessus.
Je pense que c'est plus. Le tout fait que en quelques courses, ils ont pu dire au revoir au championnat et c'est emballé, c'est plié. Il est maudit ou pas, Xavier? Non, mais je pense juste que... En fait, lui, il n'a pas forcément fait une mauvaise saison. C'est dans les stands où on lui dit de s'arrêter alors qu'il ne doit pas s'arrêter, genre comme à Monaco et tout ça. Donc, lui, c'est comme ton patron, il te dit Sacha vient en réunion alors qu'il n'y a pas besoin, bah, c'est pareil. Ouais. Il t'écoute quand même si toi qui es sur la piste, t'écoutes quand même de temps en temps ton big boss, toi. Donc, je pense que c'est dans les stands qu'il y a eu des soucis. Mais Leclerc, je pense qu'il a fait une bonne saison et que voilà, c'est pas forcément lui qu'il faut remettre en cause. Il y a peut-être aussi un problème de communication, et là je vais évidemment y venir à... Verstappen aussi fait des erreurs. Regarde, à dernier Grand Prix, je crois que c'est un circuit urbain, mais il n'y a pas longtemps. Avant Suzuka, je ne sais plus où c'était. Singapour, je pense que c'était. Avant Suzuka, oui, je pense que c'était Singapour, je pense. Ou à un moment, il fait tout droit. Bon, heureusement, il abandonne pas, toi, mais là aussi, il fait des erreurs, toi. Bien sûr. Donc, je pense que ça arrive à tout le monde, toi, les petites erreurs. Je le disais, d'où l'importance de la communication entre les personnes dans le paddock et le pilote. Je pense qu'au-delà de la communication, il y a un manque de coordination générale chez Ferrari, que ce soit, tu évoquais Binotto, je pense qu'il prend autant de bonnes décisions, mais des mauvaises aussi. Il y a des problèmes dans les décisions stratégiques, il y a des problèmes de communication, et il n'y a rien qui s'agence comme un bon puzzle, comme on pourrait le voir chez Red Bull ou même chez Mercedes, qui est un peu moins bonne cette saison, mais le puzzle est là, tout fonctionne, tout passe, les informations passent de manière générale. Il n'y a pas autant d'erreurs dans les autres écuries. Donc, pour moi, il y a un problème de fonctionnement général. Il y a un problème je ne sais pas, d'alliage ou vraiment en interne. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça veut dire qu'il faut changer les personnes à leur poste ou travailler plus je ne sais pas. Ça, c'est à eux de le savoir et peut-être même à Binotto ou à qui c'est. Oui, parce que j'allais poser la question. C'est quand même le principal responsable. En tout cas, il est désigné comme tel de l'échec Ferrari cette saison. Quand tu vas dans les stands, par exemple, qu'il y en a un pour chaque pneu. Et genre, il y en a un qui se trompe de pneu ou quoi. Ça, c'est pas Binotto, toi. C'est ceux qui sont dans les stands qui font des bêtises. Binotto en fait beaucoup, hein. Je dis pas. Mais il n'y a pas que lui. Comme je l'ai dit, je pense que c'est toute l'harmonie. De manière générale, il y en a d'autres qui font des erreurs et qui impliquent beaucoup de choses. Non, mais bon, là, j'ai compris que tu tenais à nuancer le truc et tu fais bien de le faire. Mais l'opinion publique tend à désigner quand même Binotto comme le mec au-dessus de tout qui doit quand même faire les choix. C'est comme au foot. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le coach qui part. Voilà. C'est pas les joueurs. Donc oui. Donc, possiblement un remplaçant qui peut être intéressant, Angélique, tu as peut-être des idées? Des idées, non, mais Ferrari a toujours fonctionné comme ça. Dès que ça n'allait pas, hop, on enlève le team principal, on met quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est là aussi l'erreur de Ferrari, c'est de ne pas aller chercher en profondeur quelqu'un, comme on a connu comme Jean Todt. Bon, il avait ses méthodes, on pouvait lui reprocher beaucoup de choses, mais il est resté là et il a vraiment créé quelque chose. Et là, le problème, on a des personnes qui se succèdent à chaque fois, et je pense que c'est ce qui manque à Ferrari, c'est d'avoir une personnalité qui va aller vraiment en profondeur, chercher les bonnes personnes, les mettre aux bonnes places, travailler là où ça ne va pas. Pour l'anecdote, je me suis déjà rendue à des Grands Prix. Chez Red Bull, tu quittes le circuit très tard, les gars, ils sont encore en train d'essayer de travailler sur les pit stops. Il fait déjà noir et ils travaillent. Et c'est pour ça qu'ils ont le record du monde. Ferrari, tu ne les vois pas autant bosser, alors peut-être qu'ils font d'autres choses. Mais peut-être que c'est un manque de rigueur aussi. Donc, il faut trouver la faille et il faut absolument la combler et trouver des solutions. Possiblement, Ferrari, donc pas champion du monde la saison prochaine, parce que cette année, on sait que c'est fini. Toute saison est différente, toi, mais... Il y a peut-être aussi des améliorations techniques à faire sur la voiture que toi tu as remarqué sur cette saison? Je pense qu'il y aura toujours des améliorations techniques à faire. Ici, ils ont annoncé qu'au Japon, c'était la dernière amélioration, donc ils ne feront plus rien jusqu'à la fin de saison. En soi, c'est logique, on se prépare déjà à la saison prochaine, on ne va pas commencer à investir pour 4 Grands Prix, surtout à un moment où ils ont perdu le championnat. Pour moi, au départ, la Ferrari n'était pas mauvaise. Elle rivalisait même avec la Red Bull de Verstappen. Elle n'était peut-être pas aussi rapide, elle n'était peut-être pas aussi agressive, mais Leclerc se battait avec Verstappen presque à armes égales. C'est petit à petit, je pense, les erreurs qui ont conduit au niveau de la fiabilité, la Ferrari n'est pas si mauvaise que ça en soi. Pour moi, il faut pousser le travail plus loin et surtout réfléchir à comment s'organiser en interne. Bon, ça, c'était le premier débat où vous étiez plus ou moins d'accord, donc c'était sympa. On voyait que vous vous rejoigniez, mais bon, maintenant, on va parler de Verstappen. Et donc, forcément, est-ce que Max Verstappen est déjà devenu imbattable en F1? Vous n'étiez pas d'accord.
Vas-y Xavier, je te laisse la main. Moi, je pense que surtout c'est un excellent pilote, un des meilleurs pilotes sur la grille, mais il a aussi une bonne voiture. Max Verstappen, tu le mets chez Haas ou quoi, il gagne pas de Grand Prix non plus. Alors ça, par exemple, pilotes, Leclerc, tu le mets chez Red Bull cette année, mais il est certainement champion du monde. Donc pour ça que moi, je dis pas que les abattables, ça dépend. Hamilton aussi, regarde, cette année Mercedes ça va pas, il fait des moins bonnes performances. En fait, en Formule 1, ce qui est dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, à cette époque-ci, c'est que tu es trop dépendant de ta voiture. Ça, c'est vrai. Donc Verstappen, il est très fort, mais ça dépend de la voiture qu'il aura l'année prochaine, et l'année dans 2 ans, et dans 3 ans, toi. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'est pas abattable. Après, vu comment Red Bull a déjà pris le pied sur une première saison avec plein de nouveautés, j'ai l'impression qu'ils sont bien partis pour dire on va continuer à développer la voiture et aller toujours un peu plus loin. Après, on n'est toujours pas à l'abri d'une erreur. Tu as toujours des longues séries, puis ça s'arrête, genre comme Mercedes, comme Ferrari à l'époque. Donc pour le moment, il y a un jour. Il a aussi un peu l'histoire de son côté, j'ai envie de dire, parce qu'en F1, on a toujours eu des grandes époques, des grandes ères de règlements techniques et autres. Ici, on a eu l'ère Schumacher, puis on a eu l'ère Mercedes. Pourquoi pas dire qu'on aurait une ère Verstappen, surtout vu comment ils ont démarré cette nouvelle ère. Pour moi, je pense qu'il est bien parti. Il a derrière lui une écurie forte, une écurie solide. On le soutient, il est mis en avant. Il a pour le moment, en tout cas, un coéquipier, Pérez, qui joue très bien son rôle de deuxième pilote, qui le porte aussi là où il faut. Donc, pour moi, il a la voiture, il a l'écurie, il a quand même le talent aussi. Il a quand même les bons ingrédients pour ajouter encore. T'es impressionné par son coup de volant ou pas? Parce qu'il y a des pilotes qui ont un coup de volant impressionnant où on dit, OK, ça c'est, je sais pas moi, on sait que la voiture est prédominante, comme vous l'avez dit, mais c'est quand même 30-35% de talent de son coup de volant, il fait la différence, quoi. Est-ce que tu remarques aussi ça, cette analyse-là, avec Verstappen? Oui, il est très incisif, mais ce qui m'a surtout impressionné cette saison, c'est la maturité dont il a fait preuve. On a connu un Verstappen beaucoup plus agressif, parfois de manière inutile, parce qu'il avait hâte de dépasser ou il se précipitait. Je trouve que cette saison-ci, il a gagné en patience. Il a appris à dire « Ok, maintenant j'attends un tour ou deux, je le passe, mais je le passe sans risque. » Mais la patience, c'est pas parce qu'il survole maintenant, alors qu'avant, il se battait un peu plus limite. Donc, quand tu es un peu plus à la limite, tu dois prendre plus de risques, essayer de... Quand tu survoles comme ça, au pire, fini deuxième, c'est bien. Les autres Grands Prix, il est plus en confiance, oui, c'est tout à fait possible. Le prochain Grand Prix, c'est aux États-Unis. Et après ce débat, on va directement rejoindre notre ami Quentin, l'expert, qui est là pour nous dire tout simplement si Verstappen va continuer à gagner aux États-Unis. Alors bonjour à tous, et comme on le sait, le Grand Prix des États-Unis est un Grand Prix très rapide avec 3 lignes droites qui pour moi feront la différence. Red Bull a aussi une très bonne vitesse de pointe, il ne faut pas l'oublier. Verstappen a gagné l'an dernier à Austin alors que la voiture était plus ou moins équilibrée avec celle de Mercedes qui pour moi, comme l'a dit Xavier, n'est pas le cas cette année. Red Bull a tout gagné depuis juillet, 6 fois Verstappen, 1 fois Perez. Le seul petit défaut, si on devrait en trouver un, c'est que Verstappen est déjà champion du monde et que Red Bull est presque assuré d'être champion constructeur. Mais pour moi, avec tout ce que j'ai dit précédemment, je vois quand même Verstappen gagner le Grand Prix des États-Unis. Ok, Verstappen qui gagne, somme toute logique. Angélique. C'est possible, surtout que là, il a une pression en moins, il a le championnat en poche, donc là, c'est vraiment full plaisir. Donc, pour moi, il est bien parti aussi. Moi, je mettrais une petite pièce sur Perez quand même. Oui. Maintenant, il peut gagner. Voilà. C'est vrai. Maintenant, il peut gagner. Maintenant, on peut le laisser champ libre. Alors, ça me fait plaisir que tu me dises ça parce que j'allais te poser la question, Xavier. Est-ce que justement, Verstappen et même l'équipe en général, Chris Horner en tête, ne serait pas tenté de se dire, OK, on va laisser en fait, je dirais, le bon samaritain qui est Sergio Pérez, gagner et se dire, OK, il y a un point de différence avec Leclerc au championnat pilote, tentons la pièce à fond, quoi. Est-ce qu'on ne le laisserait pas gagner? Je pense qu'en tout cas, ils seront plus sur un pied d'égalité. Ce sera moins pro Verstappen, parce que il est champion du monde maintenant, à part championnat de constructeur, il n'y a plus rien à gagner. Donc Pérez peut se permettre, s'il embête Verstappen, on peut le laisser gagner. Alors qu'avant, on l'a peut-être retardé un petit peu au stand pour que Verstappen passe. C'est logique, toi, et c'est normal. Donc maintenant, je pense que même si, à mon avis, Verstappen gagnera, mais il faut quand même prendre en considération que Perez, maintenant, il peut avoir sa chance. Tu rejoins Xavier? Je rejoins, oui, à 100%. Okay. Il faut voir après dans quel esprit Red Bull se tourne actuellement, mais c'est vrai qu'ils ont tout intérêt même à le faire parce qu'ils vont avoir 2 pilotes projetés vers l'avant, le championnat est dans la poche. Donc ça peut être tout à fait bénéfique pour Red Bull de jouer cette pièce-là. Alors, petite parenthèse, vous avez vu la polémique concernant leur budget qui avait été légèrement, je pense que de 5% supérieur aux autres. Hein. Donc l'objectif de la FIA était de limiter le budget pour ne pas justement qu'il y ait trop d'écart entre les petites et les grosses écuries.
Ici, voilà, il se retrouve face à une polémique un petit peu fâcheuse. Mercedes, évidemment, et je crois que c'est Ross Brown qui en a bien profité aussi stratégiquement pour bien communiquer qu'ils n'étaient pas d'accord et qu'ils voulaient des sanctions exemplaires. Quel est ton point de vue là-dessus, toi, Angélique, sur cette situation, sur cette polémique? Je comprends les vives réactions parce qu'en fait, je comprends l'idée de tricherie que ça communique dans le sens où, évidemment, plus on met de millions, plus on a de chances d'avoir une voiture plus aboutie ou plus performante ou de remplacer des pièces que d'autres écuries ne remplacent pas justement à cause de ce plafonnement. Donc, je comprends les réactions qu'il y a derrière. Maintenant, à voir comment la FIA va se placer parce que derrière, malheureusement, il y a un peu de politique, il y a un peu d'aspect financier, il y a tout l'enjeu où il ne faut pas oublier qu'on sort d'un Grand Prix d'Abu Dhabi qui a été compliqué pour tout le monde, les écuries, la FIA, le public. On ne savait pas trop si on gardait le championnat de Verstappen, si on l'attribuait à Hamilton. Ça s'est décidé 4 mois plus tard. Et là, on revient dans l'idée de potentiellement menacer le titre de Verstappen. C'est compliqué, donc il faut voir comment la FIA va se placer, comment les autres vont réagir. Mais c'est sûr que c'est une question qu'il faudra bien tirer au clair parce qu'on ne peut pas le laisser en suspension comme ça. On ne peut pas le laisser en suspension comme ça, Xavier, c'est le mot de la fin. Quoi qu'il arrive, vu que c'est des nouveaux changements, on sait, comme ici Red Bull dit, le problème c'est on prend quoi dans le plafond budgétaire? Qu'est-ce qui est inclus dedans? Donc maintenant on a vu la faille, je pense que ça va être réglé. Mais genre par exemple le transport, je sais pas, d'une pièce, est-ce que le vol d'avion c'était compris dans le budget, pas dans le budget? Le gathering c'est compris dans le budget, pas dans le budget. Toi, il y a plein de petits trucs comme ça. Bien sûr. Que Red Bull ils essayent de faire en sorte que ok, mais ça fait pas forcément partie du budget, oui, non. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir. En gros, dans le plafond, on exclut le salaire des pilotes et des directeurs dans le trio, enfin dans les 3 premières écuries. Le reste, normalement, est compris dedans. Et donc l'idée, je pense, c'est ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est que Red Bull compte jouer sur le fait que Adrian Newey, qui dessine notamment les voitures, preste pour Red Bull au travers de sa société, et ça serait de le faire passer comme un salarié de chez Red Bull, en fait. Ah, okay. Et donc, on enlèverait son salaire qui referait descendre du coup le budget de Red Bull. Okay. Consultant, mais employé. Quoi, voilà, ça serait ça l'idée. Okay. Enfin, je caricature un peu le schéma, mais ça serait ça l'idée. À voir maintenant ce qui passera ou ne passera pas. À suivre, effectivement, ça semble intéressant. On va suivre ça sur Internet et les communications devraient certainement, je pense, ne pas tarder, du côté d'un côté comme de l'autre. D'ailleurs, ce sera intéressant à suivre. On passe à la dernière question, le dernier débat. Est-ce que Lewis Hamilton est le meilleur pilote de l'histoire de la F1 ? Ça a mordillé des lèvres d'un côté comme de l'autre. Expliquez-moi. Moi, j'ai dit un des meilleurs. Pourquoi ? Parce que pour moi, sur toute l'histoire de la Formule 1, on ne peut pas sortir un pilote et dire celui-là, il a tout déclassé. Parce qu'on l'a dit et redit, la F1 a connu des époques, des types de pilotage, des voitures différentes, des réglementations différentes. Et pour moi, on a un gratin de pilotes qui, selon moi, Hamilton en fait partie, comme tant d'autres. Mais on ne peut pas en sortir un seul et dire qu'il est juste le meilleur au-dessus de tout. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, Lewis Hamilton, selon toi? Non, je pense comme Angélique, c'est pas qu'il a un truc en plus, c'est qu'il y a beaucoup de bons pilotes. Toi, genre Schumacher, c'est pareil. Même un Alonso, pour moi, est du même niveau. C'est juste que l'hégémonie Renault n'a pas été aussi longue que Mercedes, toi. Mais en fait, Hamilton, il a juste profité que Mercedes, pendant longtemps, ils ont dominé le championnat, comme maintenant Verstappen avant. Qu'est-ce que ça, le meilleur pilote? Quelle définition tu donnes? Tu vois l'âge qu'il a, il a oui, 39 ans, c'est la question. 41, et tu as vu les performances qu'il fait. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'Alonso, en parallèle, il a gagné 2 fois les 24 heures du Mans, il a roulé en Indy, il a roulé au Dakar, en rallye. Donc là, pour moi, Alonso est un des pilotes les plus complets de la grille. Parce il fait des résultats avec une voiture un peu pourrie. Quoi. Voilà, et il continue à performer à son âge. Alors bon, on a encore beau taper sur son âge, mais c'est une réalité. Donc, est-ce que ça ne le rendrait pas aussi un des meilleurs? Enfin, tout dépend de la définition qu'on donne à meilleur pilote de tous les temps. Voilà, on a un petit coup de cœur pour Fernando Alonso ici, je le pressens. Pas spécialement. Non, pas spécialement. C'est quand même un parcours absolument incroyable. On ne va pas évidemment parler de toute sa vie, mais quel courage, quelle abnégation, je pense que c'est l'exemple parfait du pilote qui n'a pas 150 titres de champion du monde, qu'on a quoi, 3 je pense, ou 2 mais quand même qui a fait une carrière de fou et qui fait partie des meilleurs pilotes. Et je pense que beaucoup de monde nous rejoindra là-dessus. Allez, Angélique, tu connais Question pour un champion. Tout à fait. Tu vas connaître désormais Question pour un expert. Voilà. C'est parti. Le jeu est très très simple. Il y a 3 effectivement questions auxquelles il faut répondre. On va essayer de vous faire deviner le nom, tout simplement le nom correct. Si vous avez les 3 réponses correctes, ou alors si vous avez 2 ou que voilà au final l'une ou l'autre personne gagne,
il y a un petit chocolat qui vous attend offert par Ken, le producteur de cette émission. On espère que cette fois-ci, il ne va pas l'oublier, il va bien le donner. On vous le dira sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, bien sûr, à nous rejoindre avec Unibet Belgium, @Unibet Belgium. C'est sur Twitter, c'est sur Instagram, c'est un petit peu partout. Alors, Angélique, je te fais deviner. Xavier, j'espère que tu es prêt aussi, parce que là, tu as la spécialiste. Hein. Moi, je suis l'outsider ici, donc ça va. Ah, ok. Je peux perdre. Alors, né près de Cologne, en Allemagne, je viens d'une modeste famille conservatrice issue de la petite bourgeoisie. Ma passion pour la F1 commence dès l'âge de 4 ans, lorsque j'adapte un vieux moteur d'une tondeuse à gazon. Dès que tu as dit Cologne, je me suis dit, je vais un petit peu laisser, mais voilà, il n'y en a pas mille. Totalement, il y en a beaucoup, ça qu'il faut attendre un peu. Voilà, voilà, effectivement, c'est Michael Schumacher. Je fais mon premier Grand Prix avec l'écurie irlandaise Jordan, considérée comme l'un des pilotes les plus impressionnants du 21e siècle. J'ai commencé ma carrière chez Benetton avant d'arriver chez Ferrari en 1996. Là-bas, j'y remporte 72 Grands Prix de Formule 1, 7 fois champion du monde pilote. Je suis Grands Prix, victime. alors qu'il n'y avait pas beaucoup de Grands Prix pendant ces saisons-là. Effectivement. Il y a une époque comme maintenant où il y a 20 ou je ne sais plus combien. On va sur 24 l'année prochaine. Il en aurait gagné combien Voilà, exactement. Je suis victime d'un grave accident de ski en 2013. Depuis, je n'ai plus été revu en public. Mon fils est toujours pilote de F1, bien sûr. Michael Schumacher. Incroyable, hein, cette destinée de Michael Schumacher. Est-ce que parfois tu t'en souviens un peu avec émotion? Tu te demandes un peu ce qui se passe autour de lui? Comment tu perçois le truc? Je ne te cache pas que ce qui se passe maintenant autour de lui, pas dans le sens que ça ne m'intéresse pas, mais je pense que ça les concerne et leur silence est à respecter. Je n'ai pas envie de spéculer ni sur son état, ni sur quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi avec Schumacher. C'est toute mon enfance, c'est une partie de mon adolescence. Donc, c'est vrai que ça aurait toujours été... il y a une connotation, comme tu dis, émotionnelle. Et c'est lui aussi qui m'a en partie fait accrocher à la Formule 1. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un des plus grands... en toute objectivité. Bien sûr. Allez, deuxième question, c'est parti. À 77 ans, 77 ans, s'il y a des Français qui nous regardent, je possède un des palmarès les plus riches du sport automobile, considéré comme l'un des hommes les plus gentlemen du circuit. Je remporte les 24 heures du Mans à 6 reprises. On aime à m'appeler Monsieur Le Mans, mais je remporte aussi 8 Grands Prix de F1 durant ma carrière. En 1969 et 1970. En 1982, je suis élu sportif belge de l'année. Voilà, j'entre en 2002 dans l'International Motorsport Hall of Fame. Je suis évidemment Jackie X. Alors, pourquoi est-ce que je parle de Jackie X? Parce que, et ça c'est une surprise, Xavier, tu ne le savais pas, notre amie Angélique ici présente a fait l'interview de sa fille, Vanina X. On n'en entend plus trop parler d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas ce qu'elle devient pour le moment, mais avant on en avait beaucoup parlé. Mais maintenant, c'est vrai que je me suis fait réflexion il y a quelques semaines qu'on n'en entend plus parler. T'as des nouvelles? Écoute, tu peux aller lire l'interview. Ah bah mais honnêtement. Allez, deuxième petit instant promo. Non, mais plus sérieusement, justement, qu'est-ce que tu as pensé de cet entretien avec Vanina X, toute cette famille X, cette légende autour de Jackie? Moi, j'ai été honnêtement pas surprise parce que c'est pas le bon mot, mais ça a été un entretien très agréable par sa simplicité en fait. Simplement, on s'était vu à Templou à l'aéroport parce qu'elle est avec son mari, en tout cas au moment où on s'était rencontrés, ils s'occupaient de l'aéroport de Templou. Et en fait, c'était un chouette moment parce qu'on s'est baladé le long des pistes d'atterrissage et elle m'a vraiment raconté son parcours. On a un peu parlé de son papa et c'était vraiment simple, agréable. Il n'y avait pas de chichi, pas de furiture et c'est vraiment ce que je retiens de... C'était très agréable. Simplicité. Voilà. Grand champion, grande famille aussi, simple, humilité. Ça donnera parfois aussi des leçons à certains. Alors... Troisième question, né à Verzuolo en Italie, j'ai été propriétaire de plusieurs entreprises liées à la F1, issues d'une famille d'instituteurs, les écuries Benetton et... opérateur. Ben oui, bien joué, c'est bien. C'est bien, t'en as un effectivement. Et puis je remporte le titre de champion du monde constructeur sous ma direction en 95, 2005 et 2006. Je suis l'homme derrière l'explosion de Fernando Alonso. Bien sûr, Fabio Briatore qui est quand même un homme un petit peu truculent, qu'on voit un petit peu de partout. Il a notamment été l'époux de Naomi Campbell en préparant l'émission. Je me suis dit, mais nom de Dieu, propriétaire de Queen's Park Rangers en Angleterre, le club de foot. Waouh, quoi, quelle vie, Flavio Briatore. Et toi, Et proche de Bernie Ecclestone tout un certain temps. Et très très proche. Oula, attention. Pas de complot. Hein. Pas de complot ici. Simplement un peu de biographie, c'est tout. Allez, je vais m'intéresser un petit peu à toi à présent, Angélique. Quelle est la personnalité
qui t'a donné envie de te plonger dans le monde du sport automobile et la F1 plus particulièrement? Mais écoute, je n'ai pas eu de personnalité au départ. J'ai commencé à regarder la Formule 1, j'avais peut-être 4 ans. Un peu par hasard, mon papa regardait de temps en temps et ça a accroché. Personne ne sait pourquoi. Et puis, Schumacher a débarqué en F1 plus ou moins en même temps et c'est là qu'on peut parler de coup de foudre vraiment véritable et c'est ça qui a fait que j'ai accroché et que j'ai jamais décroché au final. Xavier, tu as aussi une histoire particulière moi, avec la moi, F1? pareil, c'est mon papa qui regardait, puis à l'époque de Michael Schumacher et tout ça, avec Ferrari, tu sais bien, mes parents sont italiens, donc Ferrari qui gagne, ça fait beaucoup, toi. Il y a vraiment un ancrage générationnel chez les fans de F1? Je dirais moins aujourd'hui, parce que justement avec Liberty Media qui a repris la Formule 1, etc., ils ont complètement changé la manière de vendre la Formule 1 par rapport à avant. Mais je pense que dans les anciennes générations, peut-être même la nôtre ou celle de nos parents, oui, je pense qu'il y a toujours ce côté, on regarde ça en famille, on se réunit, ce genre de... Ça reste un événement familial. Je vais te demander, je dirais, de me trouver une petite solution à quelque chose qui reste souvent dans ma tête, Angélique. On constate effectivement, je dirais, l'engouement toujours très important pour, en Belgique en tout cas, pour la Formule 1. Les anciennes générations, en tout cas les générations, je dirais, avant la nôtre, sont déjà très impliqués dans le championnat, etc. C'est un sport très populaire en Belgique, mais comment est-ce qu'on pourrait le rendre encore plus attirant, ce sport, notamment pour les nouvelles générations qui arrivent? Est-ce que tu as des idées qui pourraient être intéressantes à soumettre? Pour moi, on est déjà sur la bonne voie. Donc, je viens d'évoquer Liberty Media. Je trouve qu'ils ont, dans le sens positif, américanisé la communication autour de la F1 parce qu'avant leur arrivée, il n'y a rien à dire, la F1 perdait en succès. On perdait des fans, on perdait des spectateurs, téléspectateurs. Donc, on était un peu sur la pente glissante en Formule 1. Et là, justement, avec l'arrivée de différents outils promotionnels, notamment via Netflix, mais via d'autres manières de faire de la F1 un spectacle, je trouve qu'on a été rechercher le public qu'on perdait, plus même un nouveau public plus jeune. L'idée, là, pour moi, c'est de le garder, ce public. C'est de continuer à faire ce genre de promotion, c'est d'aller le chercher, c'est de lui donner ce qu'il attend au final. Et pour moi, ça passe notamment par les médias. Il faut un peu changer de contenu, varier les contenus. Je pense qu'il faut un peu sortir de l'idée classique de « il y a un Grand Prix dimanche et puis ça s'arrête là ». Pour moi, la F1, elle doit se vivre presque au quotidien. Et il faut aller vers ça, justement. C'est une espèce de télé-réalité. En tout cas, c'est comme ça que Liberty Media est en train de le concevoir. C'est ça l'idée. Et je pense qu'il faut faire de la F1 encore plus une expérience que ce qu'elle n'était. C'est-à-dire, par exemple, je trouve que cette année, à Spa-Francorchamps, ils avaient mis toute une scène avec des DJ, etc. Personnellement, j'ai trouvé ça une chouette initiative. C'était une très belle scène. Les gens vont regarder les qualifs et puis le soir, ils font la fête. Et je trouvais ça sympa. C'était bien organisé de manière globale. Il y a du show, il y a Zapata qui a fait son petit tour de piste sur sa machine volante. Ce genre de choses, je trouve, ça impressionne, ça rajoute une dimension et c'est ce qui fait que les gens vont adhérer encore plus. Xavier, Angélique parlait d'outils promotionnels. On est en plein dedans avec la série Drive to Survive sur Netflix qui a vraiment aidé à populariser. Mais par contre, dans le paddock, ça n'a pas toujours été bien pris. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé de cette série? Je pense que c'est une bonne série, mais c'est comme toujours, à partir du moment où tu filmes l'intérieur de trucs, il y a toujours des choses qui normalement ne doivent pas se savoir, qui doivent rester discrets. Et à partir du moment où tu es tout le temps filmé, je ne vais pas dire 24 sur 24, mais presque, ça peut être dérangeant pour certaines écuries. Mais après, ce qui est bien, c'est que ça a permis de ramener pas mal de fans à la F1, où il y avait, comme Angélique disait, un creux auparavant, avant que la série sorte. Tout ça, c'est des choix notamment pris en collaboration avec le nouveau patron, le successeur de Bernie Ecclestone. C'est un pilote automobile de Dubaï, en tout cas d'origine dubaïote, de mémoire. Mohamed Ben Salman, c'est bon, je l'ai bien dit. Ben Sulayem, pardon. C'est pas facile à dire. Mais attention qu'il ne prend pas la succession de Bernie, lui prend la tête de la Fédération internationale automobile. Bernie Ecclestone, lui, il n'était pas à la tête de la FIA. Lui, c'était ce qu'on appelle le grand argentier. Il a vraiment lancé les bases du financement de la F1, justement, et c'est ce qui a donné d'ailleurs naissance à la FOM, qui est la Formula One Management, qui est justement ce fameux outil promotionnel de la F1 qui a été repris par Liberty Media, comme on le disait tout à l'heure. Et est-ce que les décisions qui sont prises justement notamment en partie par cet homme, vont dans l'intérêt du sport selon toi, ou plutôt dans l'intérêt de l'américanisation de ce sport? C'est souvent des questions que j'ai eues en préparant l'émission. Il y a des grands fans de F1 avec qui j'ai pu parler, etc., en me disant oui, mais
là-dessus, ça commence un petit peu aussi à faire... les vieux routards de la F1 commencent un petit peu à grincer des dents, quoi. Ah oui, ça complètement. De toute façon, quand on change comme ça toute une série de choses, toute une image de la Formule 1, ou même ailleurs, hein, il y aura toujours, je dirais, vieux briscards qui vont pas être très contents parce qu'ils vont perdre leur côté. Je pense que ça leur remonte des souvenirs d'enfance, etc. Et ils ne retrouvent plus cette identité. Donc c'est normal. Après, par rapport à Ben Sulayem, c'est compliqué de tirer un avis tranché maintenant parce que ça fait 1 an qu'il est arrivé, et son mandat vient de commencer. Donc, il a mis toute une série d'idées sur la table, mais il n'en a pas encore développé énormément. Je veux dire, parce qu'à peine il est arrivé, il a dû régler l'histoire du Grand Prix d'Abu Dhabi entre les championnats Hamilton-Verstappen. Ouais. Puis il arrive dans un championnat qui change complètement d'image et de réglementation, etc. Donc il y a ça à suivre. Et maintenant, il y a l'histoire du plafonnement de Red Bull, du budget. Donc je pense qu'il n'a pas encore eu même l'occasion de mettre en place encore énormément de choses, de gros coups de com' ou de gros changements F1. J'ai vu récemment qu'il a par contre lancé quand même une espèce de bourse d'ingénierie en Formule 1 pour justement donner plus de chances à divers candidats. Et il justifie ça par le but de vouloir aller vers l'inclusion dans le sport, etc. Donc c'est déjà un premier pas. Maintenant, je pense qu'il faut encore lui laisser un peu le temps pour voir les choses qu'il va mettre sur pied ou pas. Et est-ce qu'il va aussi tenir les objectifs qui étaient des objectifs antécédents à lui, notamment ces fameux objectifs de la FIA, l'empreinte carbone nulle c'est pour compliqué 2030. pour la F1. Ouais, Pour la F1, tu peux pas... Voilà. Ça semble compliqué parce que ça contre-indique, et ça va dans la mouvance actuelle. On n'est pas là pour taper sur la F1. Les Jeux Olympiques d'hiver en Arabie Saoudite, c'est un non-sens. La Coupe du Monde au Qatar également. Donc voilà, ça va un petit peu là-dedans. Mais avoir par exemple des grands prix sous projecteurs lumineux. C'est plus ça qui me dérange que l'empreinte de carbone des voitures. Pour moi, c'est un débat, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'on est quand même dans une discipline qui, par définition, est polluante. On a des voitures qui tournent avec que les du voitures carburant. polluent, ça ne me dérange pas. Mais que tu ailles faire des grands prix avec des spots comme ça à Singapour, moi, ça me dérange. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Julie ? Pour moi, c'est comme je dis, c'est le serpent qui se mord la queue. Si on va chercher les détails, on en trouvera toujours. On peut aller même chercher en Formule E, qui est la compétition électrique, qui est soi-disant, qui est vendue comme l'avenir du sport automobile. Mais si on va aller chercher comment sont produites les batteries de ces voitures, ça reste polluant. Si on réfléchit à toute la logistique qu'il y a autour, que ce soit en Formule E, en Formule 1 ou ailleurs, déplacer les voitures, tout le matériel, c'est polluant. Je veux dire, les spots à Singapour ou autre Grand Prix de nuit, évidemment, ça consomme. Donc pour moi, il y aura toujours un débat et il sera infini. Et soit alors on supprime tout et on dit on arrête tout, mais dans ce cas-là, on arrête le Qatar, on arrête les stades climatisés, on arrête les lumières en bord de pistes d'athlétisme, etc. Donc pour moi, c'est un débat qui sera toujours là dans 15 ans, si la F1 existe encore dans 15 ans, et je l'espère. Mais ça ne mène quelque part à rien. La FIA met en place une série de choses. Il n'y a plus de bouteilles en plastique sur les circuits depuis, je pense, 2021. Ils vont vers des biocarburants. Ils essaient de maintenant, petit à petit, se tourner vers des voitures montées avec des matériaux durables, etc. Mais on n'enlèvera jamais une empreinte carbone. Enfin, on n'arrivera jamais à zéro, je pense. C'est impossible par définition même du sport en lui-même. J'y crois pas trop. Et si je te donnais le pouvoir d'un énorme changement pour la saison prochaine ? Alors, lequel choisirais-tu ? Quel changement voudrais-tu pour la saison prochaine, pour ta Ferrari saison des champion. Là, c'est le cœur qui parle. Écoute, c'est utopique, mais ce qui serait bien, c'est qu'on ait des voitures qui, d'un point de vue construction et technicité, je veux dire, soient proches les unes des autres pour mettre plus en avant le pilotage, que vraiment, comme tu disais, les pilotes sont dépendants plus maintenant de la voiture. On va mettre un Hamilton dans une Williams, le résultat ne sera pas... de la catégorie inférieure, peut-être en F2, mais peut-être encore plus bas, ils ont tous la même voiture, presque, du moins. Donc ça, au moins, c'est le pilote qui fait la différence. Parce que cette nouvelle ère justement de la F1, le but, c'était justement de dire on va rapprocher les pilotes, on va rapprocher les voitures, on aura plus de... Et pour moi, on manque encore un peu de ça. On est trop vite dans un trio de Red Bull, Verstappen, Mercedes, et puis les autres sont en fond gris. On parle toujours des comment on dit le meilleur des derniers. Le meilleur de, c'est ça. Le meilleur du reste. Voilà, le meilleur du reste, c'est ce que je cherchais comme expression. Et c'est ça qui est un peu dommage, justement. Moi, j'ai envie d'avoir un groupe où on a vraiment toute une série de pilotes qui se battent. Une homogénéité de qualité, voilà. Je sais que c'est quasi impossible. On n'a pas les mêmes budgets. Il y a toute une série de données financières et politiques qui font que... Je pense qu'on
passerait à des qualifications comme auparavant où ils faisaient un tour, je pense déjà sur des qualifs plus homogènes que des Q3, Q1 et tout ça comme maintenant. Bah, c'est incroyable. Il vient de moucher absolument toute l'assistance, notre ami Xavier. Non, mais, Quel beau changement. Non, mais c'est bien, ouais, c'est bien. Dites-le nous d'ailleurs dans les commentaires. Est-ce que ce changement proposé par Xavier peut vous intéresser ou pas? En attendant, on passe directement au super pari de la semaine, offert par notre expert Quentin. Alors, pour le super pari de la semaine, je suis même penché sur un duel pour la saison 2023, parce que les cotes sont déjà disponibles sur le site d'Unibet d'ailleurs. Et donc, c'est le duel entre les deux pilotes de Mercedes. Hamilton, pour moi, devrait bien l'emporter sur son coéquipier Russell. C'est quand même une cote très intéressante. Mercedes, pour moi, va tout faire pour qu'Hamilton ait son 8e titre. Parce qu'on sait qu'il est ex-aequo avec Schumacher à 7 titres. Donc, pour moi, l'année prochaine, je pense que Mercedes va tout donner là-dedans. Et Hamilton est quelqu'un qui a connu beaucoup de confrontations dans sa carrière, même quand il était numéro 2 en 2008 avec McLaren, mais il a battu Alonso et il a même fini champion du monde à ce moment-là. Donc pour moi, Hamilton, mais il est capable de battre tout le monde avec la même voiture, et donc pour moi, il devrait finir devant Russell pour la saison 2023. Bon, un avis très rapide? Oui, non, d'accord, pas d'accord? Je suis d'accord. Pour moi, Hamilton ne partira pas sans son 8e titre. Et je pense que même d'un point de vue égo de pilote, déjà égaler Schumacher, c'est quelque chose d'inespéré, mais en plus, en avoir un 8e, c'est quand même se donner les chances d'avoir peu de monde qui puisse refaire le même exploit. Donc, ouais, si on lui lui laissait l'opportunité, je pense qu'il finirait même grand-père en F1 tant qu'il n'a pas ce fameux 8e titre. En tout cas, merci beaucoup Angélique d'avoir été présente. Merci mon cher Xavier d'avoir été là. Quant à nous, bah, merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très très rapidement, ce sera le 10 novembre et on va parler de l'ATP Finals 2022. Oui, attendez, il y a encore 2-3 petites places qui sont en train de se remplir. Les joueurs de tennis sont en train de se battre, donc restez bien attentifs. Ça se passe ici, ça se passe dans Unibet Clubhouse. Salut!